my shoes and out the door. 5, I'm alive. 6, 7, 8, feeling great. 9, gonna shine, life is good. I'm doing fine, 10, gonna do it right and do it again, yeah. I look into the sky with all its beautiful color, but there's more than just for me, so gonna share it with another. I got to show, to give, let out. I want to sing and shout, take a look and see a beautiful morning that turns into a beautiful evening, and together make a beautiful life. And if you want... Karl, vous êtes auteur, vous êtes conférencier, conférencier notamment sur les domaines, alors vous me disiez de l'environnement, mais également de la parentalité et du cheminement personnel. Oui. Et je vais commencer ma première question, peut-être avec des personnes fatalistes qui vous diraient que dans le monde d'aujourd'hui, à la limite, pourquoi faire un enfant ? Je crois qu'un être humain, dans la plupart des cas, il y a certains qui effectivement s'accomplissent dans leur vie sans avoir d'enfant, et c'est tout à fait respectable. Mais pour la plupart des êtres humains, il y a un processus naturel qui est d'abord celui de recevoir, de grandir, de se construire, pour ensuite transmettre. Et pour la plupart d'entre nous, le fait de transmettre, ça se fait à travers les enfants. Et donc c'est vraiment quelque chose profondément ancré dans la nature et qui fait partie de nous, qui est un processus fondamental de la vie, qui a cette envie de partager, de donner, de transmettre. Et la vie produit des enfants pour ça. Donc c'est quelque chose qui... Finalement, n'est pas forcément une décision réfléchie, je vais faire un enfant pour m'apporter quelque chose ou lui apporter quelque chose. C'est un processus spontané de la vie. Si on a une approche consciente de la parentalité, eh bien, on va transmettre à nos enfants des éléments qui vont contribuer à réguler les déséquilibres du monde. L'avenir d'une société, l'avenir du monde, il se joue avant tout dans l'enfance. Effectivement, tout n'est pas réjouissant dans le monde que l'on voit aujourd'hui. Il y a des déséquilibres majeurs que l'on peut constater, certes. Pour autant, je ne pense pas que ce soit la destinée des hommes de se dire que ce monde est trop sordide, ne faisons plus d'enfants et disparaissons de la surface. Au contraire, eh bien, accueillons des êtres dans nos foyers, ces enfants, et donnons-leur une éducation consciente qui va leur permettre de contribuer à un monde meilleur. À mes yeux... c'est vrai que le papa a vocation à s'impliquer auprès de ses enfants, au même titre que la maman. La maman porte l'enfant et donc établit avec lui une relation particulière à partir de laquelle il va s'incarner dans le monde, prendre sa place dans le monde, mais cette situation de départ est quand même un lien particulier avec la maman. Alors comment le papa va trouver sa place à partir de là ? D'abord, même si l'enfant est dans le ventre de la maman, c'est un être qui est déjà sensible et on le constate bien, les papas le constatent, quand ils mettent leurs mains, ils voient bien que le petit se rapproche, etc. Et au-delà de sentir la simple présence physique de la main, le petit sent beaucoup de choses de ce qui se passe autour de lui, sent la présence de son papa, il entend sa voix. Et donc, le papa joue déjà un rôle important pendant la grossesse. Donc, il peut déjà se mettre dans une disposition de relation avec son enfant, de vigilance, quand il est en présence de la maman et du bébé. Et puis, dès que le petit va être né, là, il va entrer en relation directe avec lui. Il va au départ assister la maman, puisque c'est encore elle qui va être un peu en première ligne, puisqu'elle elle va allaiter si elle le souhaite, et c'est un bienfait pour l'enfant, c'est certain. Le papa peut contribuer à l'allaitement, il peut s'être renseigné auparavant sur différentes postures d'allaitement, il peut assister la maman pour lui acheter des petits accessoires, les petites pommades qui peuvent aider, etc. Il y a toute une disposition d'esprit d'assistance dans les tout premiers jours qui va jouer un rôle. Ensuite, lui-même entre en relation avec le tout petit de façon directe, en le prenant dans les bras, en étant dans une relation vraiment d'union très proche avec lui, et énormément de choses passent dès ce moment-là. Le papa, il a ce rôle d'accompagner l'enfant vers le monde, de l'aider à prendre sa place au sein du monde, mais tout en l'aidant à maintenir cette connexion avec la profondeur dont il est issu. Si vous voulez, schématiquement, on peut dire que la maman, elle incarne en quelque sorte cette profondeur dont il est issu, cette source, ce refuge tranquille dans lequel il peut encore se fondre en allant se blottir avec la maman. Et le papa, lui, va représenter un mouvement d'incarnation vers le monde, de découverte, d'accompagnement. Mais en même temps, il peut lui aussi représenter
cette présence rassurante et tranquille qui le connecte à sa propre profondeur. Quelles sont les angoisses que peut-être certains papas qui vont accueillir peut-être un enfant pour la première fois rencontrent et quoi faire par rapport à ces angoisses? L'absence de préparation peut conduire des papas à être démunis. J'en parle pour l'accouchement, mais c'est valable pour toute la suite. Si le petit crie de façon incontrôlé, il ne trouve pas de solution, il peut se retrouver, le papa à nouveau, dans une situation d'angoisse, même de tristesse. Il peut se trouver usé aussi par ces cris qu'il ne comprend pas et qu'il ne sait pas gérer. Dans un monde idéal, avant même la conception de l'enfant, les parents devraient approfondir leur communication entre eux, leur vision du monde, et voir justement le niveau de compatibilité qu'il y a entre eux. On est, comme vous le savez bien, trop souvent, on est dans ce monde, on voit des parents qui se séparent après juste quelques années après la naissance de leur premier enfant, parce qu'ils n'étaient pas préparés à ça, ils n'avaient pas saisi ce qui allait se passer dans leur vie, qu'ils allaient devoir former une équipe soudée pour affronter un certain nombre d'épreuves, de difficultés. Là aussi, des facettes de la personnalité de l'autre peuvent se révéler. Exactement. C'est sûr que quand on est dans tout confort, eh bien on se fait des sourires, c'est facile, mais comment ça va être quand on est dans le dur? Comment ça va être quand on est très fatigué, quand le petit il crie beaucoup et qu'on ne sait plus comment faire? La grossesse, pour le papa, ça ne devrait pas être une période simplement où il va grossir en même temps que sa femme par compassion. Hein. Il a vraiment une période de 9 mois où il peut se former, trouver effectivement des sources d'informations à travers les ouvrages. De temps en temps, il y a aussi des documentaires à la télévision, il peut y avoir des conférences, il peut même y avoir des petites formations, des stages, il peut y avoir plein de choses. Mais c'est vrai que les livres, c'est le moyen le plus immédiat, facile. Et attention, là aussi, il faut filtrer. C'est-à-dire qu'il y a, à l'image d'une certaine inconscience qu'il y a dans notre société par rapport à la parentalité, il y a beaucoup de discours et parfois contradictoires. Oui. Il faut sentir dans les livres si l'amour et la bienveillance des enfants sont bien présents, bien voir qui parle, quel est le parcours de l'auteur, et sentir, voilà. Et c'est pour ça que c'est pas simplement je prends un bouquin et je vais faire ça. C'est qu'il faut en lire quelques-uns, plusieurs, se faire une idée, commencer à approfondir sa vision de quel est ce processus quasi miraculeux, magique qui est en train de se produire. Un être est en train de grandir dans le ventre de ma conjointe, il va sortir, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'en suis en grande partie responsable de son accompagnement, de son arrivée au sein du monde. Le livre que j'ai écrit, Sans conseils spirituels et pratiques pour devenir parent, j'ai vraiment essayé de le faire dans ce sens-là, de ce que je voudrais pouvoir dire de mieux et de plus utile et efficace à des futurs et jeunes parents pour préparer cette arrivée. Et ensuite, ils pourront le compléter avec d'autres, bien sûr. Ayant vous-même 4 enfants. 4 enfants, voilà. Donc c'est sûr que tout ce que j'écris, c'est pas de l'ordre de je pense que. C'est pas des opinions. C'est le fruit d'un long cheminement spirituel, d'abord, qui m'a amené à comprendre l'importance de l'enfance, à voir comment tout ce qui se dépose en nous dans l'enfance va ensuite façonner notre vie. Et puis ensuite, en accueillant effectivement 4 enfants au sein de notre foyer avec ma femme, on a pu pratiquer concrètement et voir et accompagner les enfants et vérifier, avoir l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, il y a cette vision globale qui s'est dessinée, qui s'appuie vraiment sur une expérience profonde, un cheminement, et qui est d'ailleurs corroborée par beaucoup d'enseignants spirituels ou d'enseignants de tout ce qui touche profondément à la conscience avec l'enfant. Vous parliez tout à l'heure aussi de la gestion des émotions. Tout à fait. Est-ce que pour les papas, aujourd'hui, c'est quelque chose d'évident de trouver cette frontière entre force et vulnérabilité? Alors, c'est une question très intéressante, effectivement. Quand on va accueillir un enfant en tant que papa, il faut développer une certaine humilité. Se dire que peut-être qu'on a des choses à apprendre, peut-être qu'on peut devenir plus mûr pour apporter de meilleures choses à notre enfant. Si on part du principe que voilà, je suis tel que je suis, je vais transmettre mon héritage, mon patrimoine génétique, intellectuel, etc. à mon enfant, et voilà le principe, on ne va pas aller bien loin, et surtout on va se trouver confronté à des murs dans la relation avec notre conjointe, des murs avec ce que nous renvoie notre enfant. Donc c'est une invitation, devenir papa, à reprendre le chemin d'une évolution intérieure. Le chemin d'une évolution intérieure est le support, le canal de cette évolution, ce qui va nous aiguiller, c'est tout simplement l'enfant. L'enfant qui est avec nous, qui va nous montrer par son attitude, par ses émotions, par ses réactions,
il va nous montrer, voilà, c'est la vie brute qui fonctionne devant nous et comment moi je suis avec la vie. Si on part du principe qu'on est en évolution, qu'on est capable de se transformer, alors on va développer une attitude innocente, ouverte, humble vis-à-vis de ce que nous renvoie l'enfant et on va être prêt à se transformer. Alors ça ne veut pas dire que devant un enfant, on ne doit pas parfois être directif, ferme, l'aiguiller. Mais, par exemple, on a été en relation avec notre enfant et ça a secoué quelque chose en nous. On essaie de faire de notre mieux sur l'instant. Puis ensuite, une fois qu'on s'est retiré, qu'on est seul, qu'on est le soir en train de se coucher, on peut faire un petit bilan, on voit ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé, mon enfant était comme ça et moi, je sens que j'ai réagi comme ça. J'ai senti que, par exemple, ma colère, elle allait être trop forte, qu'elle était disproportionnée. Est-ce que j'aurais pas une tendance à me mettre un peu trop facilement en colère et finalement, est-ce que ça ne desservirait pas ce petit être que j'aime le plus au monde ? On voit les conséquences de nos actions. Et donc, c'est vraiment une motivation supplémentaire pour évoluer et se transformer. C'est vraiment une opportunité formidable, puisqu'on baigne dans l'amour. L'amour est le contexte général qu'il y a là. On a cette vie qui se manifeste devant nous, avec laquelle on est en interaction, et qui nous permet de nous transformer nous aussi. Si on prend conscience de l'enjeu, si on s'intéresse au sujet, si on est prêt à faire quelques efforts sur soi, etc., on est sur une voie royale pour construire une vie heureuse et un foyer heureux. Et il n'y a pas d'obligation fondamentale de résultat. Être papa, il ne faut pas être le meilleur papa du monde. Il faut enlever cette forme de pression-là. C'est pas de cet ordre-là. Quoi faire peut-être avec la conjointe qui serait qui laisserait pas justement le père prendre sa place, des femmes qui vont reprendre sans arrêt leur conjoint sur comment ils devraient faire. Et le papa a du mal à trouver sa place dans le couple au final avec l'arrivée de l'enfant. Comment communiquer sur ce sujet ? Alors je pense que, effectivement, vous l'avez dit, la première chose, ça va être d'échanger, de communiquer entre nous. C'est-à-dire que si vous partagez avec votre conjoint très sincèrement le fait que vous êtes motivé pour participer à l'accompagnement, l'accueil de cet enfant, que vous avez beaucoup d'amour pour lui, que vous pensez que c'est une bonne chose que le papa et la maman s'impliquent tous les deux. Si votre conjointe dit non, c'est non, quoi qu'il arrive, c'est moi qui m'occupe de lui chez les petits, par exemple chez mes parents c'était comme ça, je vais faire pareil, vous avez le droit, en tant que papa, de continuer à ramener ce sujet pour essayer de faire évoluer les choses en essayant d'amener des éléments objectifs. C'est-à-dire, toujours quand on est dans une opposition, il faut essayer de sortir de la confrontation entre égaux, entre la confrontation de « je pense que », pour essayer de ramener des éléments objectifs. Il existe suffisamment d'éléments autour de nous, dans la littérature, dans les études scientifiques, même pour montrer que c'est une bonne chose qu'un papa bien impliqué soit aussi près de l'enfant, dans le cadre même de sa toute petite enfance. Évidemment, si votre femme elle est en train d'accoucher, qu'elle est dans des difficultés importantes, et qu'ensuite elle accueille l'enfant, vous n'allez pas dire « non, j'ai le droit de l'avoir en même temps », etc. Non, il y a un temps. Il y a un temps, il y a une justesse, il y a à comprendre que la maman vient de vivre quelque chose de très particulier, l'enfant a vécu quelque chose de très particulier, il était uni avec la maman, et c'est bien qu'il reste uni avec elle sur le sein, etc. C'est toute l'habileté qu'il faut qu'on ait dans la communication d'échanger, mais il ne faut pas renoncer. Si, en tant que papa, on renonce à cette envie de communiquer, c'est des choses qui vont s'accumuler en nous et tôt ou tard, comme cette histoire de refoulement d'un ressort qu'on comprime, il y a un moment où ça éclatera. C'est-à-dire qu'il faut toujours arriver à trouver un point d'équilibre respectueux de l'un et de l'autre. On ne peut pas tout le temps prendre sur soi. Quelque chose souvent qui me vient en tête et qui devrait être pratiqué par tous les parents qui ont envie de fonder un foyer, c'est au lieu de simplement vivre une vie ensemble où ils travaillent, ils se retrouvent, etc., qu'ils partent ensemble quelques semaines, voire un mois, dans un pays exotique, là où ils ont moins de confort. Par exemple, pour une association humanitaire, quelque chose où ils vont se retrouver dans une situation un peu challenging, tous les deux, où ils seront beaucoup plus fatigués qu'ils ne le pensaient, beaucoup plus irritables du coup, puisqu'il y a la fatigue. S'ils ne se sont pas préparés à tout ça, s'ils ne se connaissent pas dans leur fonctionnement respectif dans ces moments-là, c'est là que ça peut devenir difficile. Donc, d'ailleurs, dans le livre « 100 conseils spirituels et pratiques pour devenir parent », il y a toute une partie préalable où j'invite les parents à
entrer en relation l'un avec l'autre, à se poser les questions ensemble. Qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, dans la vie? Mhm. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que pour moi, un papa, une maman, qu'est-ce que c'est la vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Parce que si, la mort, le petit, quand il va avoir 5 6 ans, il va vous Bien parler sûr. de la mort. Mhm. Si vous ne vous êtes pas préparé à cette question, si vous n'êtes pas en mesure de lui donner une réponse profonde, que vous n'avez pas échangé ensemble Mhm. là-dessus, voilà, tout ça, c'est énormément de choses très profondes qui gagnent à être partagées ensemble pour construire cet édifice Mhm. familial solide après. C'est pas une fusion, c'est une union, Mhm. une complémentarité. Deux êtres qui apportent leurs choses différentes et qui se respectent et s'écoutent mutuellement et se construisent ensemble. La construction d'un couple dans le temps, sur des dizaines et des dizaines d'années, pour moi, c'est quelque chose de magnifique, de grandiose. Je souhaite à vraiment plus de couples possibles de vivre ça et on ne se rend plus compte de toute la grandeur qu'on peut vivre avec ça lorsque, eh ben, au bout de quelques années, parce que ceci, parce que cela, oh, avant il était fantastique, mais maintenant il fait ça et ça j'aime pas. Mm. Il faut aller tellement plus loin que simplement j'aime pas. Simplement je pense que on n'est pas d'accord. Si on passe notre vie à simplement faire ce qu'on aime et ne pas faire ce qu'on n'aime pas, et ben voilà, On survole. il y a des murs partout. Mm. Voilà, on va pas aller très loin. Parfois, il faut être capable d'aller au-delà de nos préférences personnelles du moment, nos j'aime pas, être capable de prendre un peu de distance par rapport à j'aime pas pour construire quelque chose de plus grand. Et quel enrichissement au final. Ben Merci, voilà, c'est Karl. sûr que on peut construire une belle vie ensemble, une belle vie en famille. C'est vrai, voilà, si je peux partager quelque chose d'important à travers ces ouvrages, c'est ça. Je souhaite au plus de gens possible d'aller dans cette direction. Merci pour cette interview. Donc, vous retrouverez donc les ouvrages de Karl de Miranda sous la vidéo. Merci de nous avoir suivis, partagez cette vidéo et nous on vous retrouve très prochainement pour d'autres interviews. Bye bye.